Merci, Monsieur le Président. Merci aux collègues Lorient. Bonjour à tous, aux collègues et aux invités. Je vais juste, pour continuer la présentation de ce rapport sur les congés bonifiés, compléter ce qu'a dit le collègue Lorient. Je dirais que ce sont les mêmes problématiques, puisque moi je me suis plus axé sur les fonctionnaires originaires des Antilles-Guyane. Donc la problématique est doublement accentuée en Guadeloupe et en Martinique, les ressortissants de ces îles étant les plus concernés par le dispositif. En effet, 31% des billets émis permettent aux fonctionnaires guadeloupéens de rentrer chez eux. C'est 29% pour les Martiniquais contre 8% pour les Guyanais. Compte tenu de la démographie de Saint-Pierre et Miquelon, nous sommes seulement à 0,5% des billets émis à destination de l'Hexagone. Enfin, le dispositif permet également aux fonctionnaires des Antilles-Guyane de se déplacer dans la zone Caraïbe, qui ne représente jamais plus de 5% de billets émis, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Guyane, Martinique ou Guadeloupe. En somme, 73% des bénéficiaires du dispositif sont issus des Antilles-Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s'agit des chiffres pour la seule fonction publique d'État, les autres fonctions publiques, hospitalières et territoriales n'ayant pas de données centralisées. La mission a alerté sur les nombreux chiffres inexacts, comme le disait le collègue 600 millions, des chiffres qui circulent sur la toile, notamment en ce qui concerne donc le coût du dispositif. Un grand nombre de données n'ont pas été collectées par les administrations, incluant également le taux de refus adressé aux demandeurs du dispositif. Sur le plan de la méthode, nous avons donc fait en sorte que les auditions permettent d'entendre des représentants de chaque territoire et des trois fonctions publiques. Nous leur avons également demandé à l'issue de chacune des auditions de nous dresser ce qui pourrait être une fiche type du régime du congé bonifié qui serait acceptable selon eux. À ce titre, nous avons entendu des représentants antillo-guyanais du syndicat Alliance Police Nationale, Force ouvrière pénitentiaire, Force ouvrière AP-HP, de l'UNSA, de l'UNSA Guyane, de la CTG Fonction publique. Des représentants associatifs antillo-guyanais ont aussi été entendus. Je pense notamment au président d'Influence Outre-mer, à la présidente de Tous Créoles. Les autres auditionnés, comme le rappelait le collègue Lorient, Codium et GPI Outre-mer ont davantage relayé les difficultés des fonctionnaires dans l'océan Indien. Quoi qu'il en soit, en dehors des ressentis des uns et des autres, tous les auditionnés ultramarins ont remis en cause l'appréciation des critères du centre des intérêts matériels et moraux. Enfin, pour que ces auditions soient complètes, il était nécessaire d'interroger les ministères et services interministériels. Nous avons auditionné les ministères détenant les parts les plus importantes d'émissions de congés bonifiés, notamment le ministère de la Justice qui émet 19,1% des billets, ainsi que la Direction générale de l'administration et de la fonction publique. Maintenant, sur le plan des constats dressés collectivement, les auditionnés ont souligné plusieurs anomalies majeures au sein de ce dispositif. D'une fonction publique à l'autre, la nécessité d'assurer la continuité du service leur empêcherait d'en bénéficier de manière systématique, notamment les syndicats de la pénitentiaire, comme le disait le collègue. En ce qui concerne l'appréciation du centre des intérêts matériels et moraux, des critères supplémentaires ou anormaux ont été signalés, créant une disparité entre fonctionnaires placés pourtant dans la même situation, mais relevant d'une autre administration. Il s'agit du fait, par exemple, de devoir prouver la sépulture des parents en cas de décès sur ce lieu, fournir l'ensemble des certificats de scolarité effectués dans le territoire d'origine, prouver que les parents ont eux-mêmes bénéficié des congés bonifiés, démontrer son inscription sur une liste électorale, démontrer la possession d'un compte bancaire ouvert dans ce DOM plus d'1 an avant la demande de congé, prouver une demande de mutation effectuée pour retourner sur le territoire, fournir le certificat de travail des employeurs précédents, justifié du service militaire réalisé sur le territoire, fournir par exemple un titre de propriété du bien détenu dans ce territoire. La circulaire du 3 janvier 2007 vise aussi la preuve de la location d'un bien. Cela n'est jamais sollicité par l'administration qui axe son appréciation
sur la propriété. Cela crée clairement une discrimination entre agents. Enfin, prouver le paiement de certains impôts sur le territoire, notamment d'impôts sur le revenu, alors même que le fonctionnaire se trouvant dans l'Hexagone est bien évidemment rattaché automatiquement à un centre d'imposition en cohérence avec son lieu d'habitation et d'emploi. Le fait d'avoir rendu ces critères non exhaustifs et pondérables a fortement augmenté la marge d'appréciation de l'administration et renforcé les disparités. Se pose également la question du maniement des critères au titre du centre des intérêts matériels et moraux s'agissant des fonctionnaires originaires de l'Hexagone mais en poste dans les Outre-mer. Si des chiffres approximatifs ont été communiqués pour évaluer le coût du dispositif pour les ultramarins bénéficiant des congés bonifiés, aucune donnée n'a été partagée pour quantifier le coût du dispositif des congés bonifiés inversés. Il est ressorti de ces auditions que la réforme ne pourra être menée de manière unidirectionnelle. Toujours dans une logique d'uniformisation, le parallélisme des procédures doit être imposé aux congés bonifiés inversés, bien évidemment. Par ailleurs, beaucoup ont alerté sur la nécessité d'adapter le régime des congés bonifiés aux nouvelles situations familiales, notamment aux familles recomposées, en comblant les vides juridiques. À titre d'illustration, il s'agirait de réglementer le cas de la prise en charge des billets des enfants du conjoint non fonctionnaire en cas de famille recomposée. Sur la négociation à mener avec le gouvernement, les avis divergent en ce qui concerne la durée et la périodicité du congé. Une partie des syndicats et des autres auditionnés se sont montrés favorables à un aménagement du régime des congés bonifiés. Certains adhèrent au moins longtemps plus souvent et sont prêts à renoncer jusqu'à 20 jours sur les 65 consécutifs. D'autres militent pour le plus souvent avec la possibilité de verser dans leur CET les jours non pris en congé bonifié. Enfin, ceux qui s'opposent au plus souvent expliquent le surcoût engendré par leur déplacement et ne peut être préparé en 2 ans. En effet, ils doivent souvent faire face à des frais de location, comme le rappelait le collègue, de location de logement, de voiture, tout en assumant leurs frais fixes en Hexagone. Le rythme de 3 ans leur permet de reconstituer leur épargne, puisque pour certains, il faut contracter des prêts. En ce sens, la formule moins longtemps et plus souvent ne serait pas avantageuse. En tout état de cause, tous ont exprimé leur profond regret au nom de l'histoire de voir ces acquis remis en cause de manière aléatoire et d'entendre dire qu'ils ont pu perdre à un moment donné une partie de leur état civil. À ce jour, le gouvernement n'a pas annoncé vouloir, comme le disait le collègue, toucher aux modalités de calcul de la durée de service ouvrant au droit dit des congés bonifiés, ni aux conditions de prise en charge des frais de transport ou de l'indemnité de cherté de la vie. Comme le disait le collègue à l'issue de ma présentation, nous allons alterner en présentant les préconisations, mais j'aimerais avant cela donner ma vision, en tout cas mon point de vue des choses. Je considère que cette réforme est importante pour uniformiser le droit pour tous les fonctionnaires ultramarins d'accéder de manière équitable au dispositif. En revanche, je pense que la réforme est prématurée. Si le gouvernement met en avant l'importante des organisations des services publics engendrées par le départ des fonctionnaires chaque année et le coût qui est associé, je déplore, en tout cas à cette heure, l'absence d'audit auprès des DRH et des chefs de service de toutes les administrations et de toutes les fonctions publiques confondues. Cela aurait très certainement permis de trouver des pistes de perfectionnement du dispositif sans porter atteinte à ce qui est un acquis social et historique pour les ultramarins. Aussi, cette réforme doit être repensée collectivement. Il faut prendre le temps nécessaire à la réflexion afin que chacun des bénéficiaires de ce dispositif puisse contribuer à son évolution. Ce temps laissé à la réflexion est nécessaire, d'autant plus que le gouvernement nous a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une réforme financière. Enfin, je conclurai en disant qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si le collègue le permet et que le président en est d'accord,
nous passons directement aux préconisations. Oui, merci